deuxième présentation par le Dr Belhassan Benayed, le monitorage échographique folliculaire, un sujet hautement important et intéressant car c'est lui qui va nous permettre de faire le recueil le plus de follicules matures, choisir le moment du déclenchement et nous permettre pour le laboratoire d'avoir le plus de ovocytes matures. À toi la parole, Dr Benayed. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je remercie les organisateurs et surtout mon ami professeur Chaaben Qais de m'avoir invité pour parler d'un sujet, je le trouve important, le monitorage échographique folliculaire. D'accord. Donc, l'objectif du monitorage échographique, je pense que le monitorage échographique, c'est quelque chose de très important dans la prise en charge des couples infertiles. Que ce soit pour suivre un cycle spontané, que ce soit dans le suivi des cycles stimulés. Donc, si on commence par une patiente, si on voit un couple infertile, l'idéal c'est de suivre l'ovulation de la patiente. On peut se débarrasser de tous les dosages hormonaux pour savoir est-ce que la patiente elle est normale ou non, c'est-à-dire elle ovule bien ou non, et pour avoir une idée sur la cinétique et l'évolution de la folliculogenèse chez cette patiente. Donc aussi le monitorage échographique lors des cycles stimulés, que ce soit une stimulation simple pour avoir un seul follicule, ou bien pour une stimulation aussi pour avoir plusieurs follicules dans le cadre de la fécondation in vitro. Ça permet de suivre ces follicules, ça permet de vérifier l'efficacité du traitement qu'on est en train de donner, de suivre la maturité folliculaire et surtout donc pour déterminer l'heure et le moment idéal pour le déclenchement de l'ovulation. Et aussi le suivi folliculaire permet aussi de limiter et de prévenir des complications de la stimulation ovarienne qu'on va aller voir par la suite. Donc on va commencer toujours par l'échographie de référence. L'idéal c'est de voir la patiente le deuxième, troisième jour du cycle, de faire une échographie. L'idéal aussi c'est de faire une échographie par la voie endovaginale. Certainement, elle est un petit peu gênante pour la patiente, mais l'idéal, c'est de vérifier le capital folliculaire, la réserve folliculaire de la patiente, avoir une idée sur le type des ovaires. Est-ce qu'il s'agit d'une patiente qui est normorépondeuse? Est-ce qu'il s'agit d'une patiente qui est hyperrépondeuse? Ou bien on est dans le cadre d'une insuffisance ovarienne? Cette échographie aussi, quand on le fait au J2 ou J3 aussi, permet de chercher un kyste résiduel du corps jaune du cycle précédent. Aussi de vérifier l'endomètre de la patiente, rechercher une pathologie endométriale, rechercher un polype ou bien un petit myome intracavitaire qui peut gêner donc, l'anidation. Avoir une idée aussi sur la morphologie utérine et rechercher donc, une malformation utérine, un utérus cloisonné ou bien un utérus bicorne. Aussi, lorsqu'on peut mesurer aussi la distance entre l'orifice externe de l'utérus et surtout donc, le fond utérin, surtout si on est si une FIV est envisagée pour cette patiente. Doppler aussi de l'artère utérine. Étudier les annexes, rechercher une endométriose, rechercher un hydrosalpinx et surtout donc, aussi l'accessibilité de l'ovaire à la ponction. Est-ce qu'ils sont ovocytés, ils sont bien placés pour faire une ponction ovocytaire? D'accord. Donc, on a dit que grâce à cette échographie, on va apprécier le capital folliculaire de la patiente. On va compter les follicules en trop. Et ces follicules en trop, donc, pardon? Déjà? Donc, compter les follicules en trop pour avoir, comme on a dit, l'idée sur la réserve folliculaire. Idéalement, ces follicules doivent être entre 5 et 10 de chaque côté. Si on est inférieur à 5, on est dans l'insuffisance ovarienne. Si on dépasse de 10, on est dans le cas d'un syndrome des ovaires micropolykystiques. La taille aussi de ces petits follicules, l'idéalement, ça doit être inférieur à 6 mm, 7 mm. Parfois, lorsqu'on fait l'échographie, on va trouver que la taille folliculaire dépasse les 8-9 mm et ça témoigne aussi de l'insuffisance ovarienne. Aussi l'aspect ces petits follicules, idéalement sont sphériques, ovalaires, mais parfois ils peuvent avoir un contour qui est un petit peu irrégulier, surtout s'il y a une endométriose sous-jacente ou bien s'il y a un stroma fibrocicatriciel, des stigmates de chirurgie auparavant. Vous voyez donc les différents types de follicules en trop.
Donc vous voyez ça, c'est l'aspect d'une patiente, donc des ovaires d'une patiente qui est normo-ovulatrice, c'est-à-dire on a le nombre de petits follicules dont le nombre dépasse les 5, mais toujours inférieur à 10. Ça, c'est l'aspect typique d'une insuffisance ovarienne. Vous voyez qu'on a des follicules en trop dont la taille peut dépasser les 7-8 mm et on ne compte pas plus que 3 par ovaire. Ça, c'est l'aspect des ovaires micropolykystiques avec nombreux petits follicules qui sont tassés en périphérie dans ce qu'on appelle l'aspect en chapelet et aussi avec un stroma qui est hyperéchogène. Vous voyez ici donc un petit reliquat du corps jaune donc du cycle précédent. Parfois, si on commence la stimulation avec un tel aspect, on peut avoir quelques jours après la stimulation donc un kyste important et en absence de recrutement folliculaire. Donc, vous voyez l'intérêt de faire cette échographie donc, pendant les premiers jours du cycle. Aussi, la répartition donc, des follicules entre eux doit être homogène, parfois elle peut être aussi hétérogène. L'aspect du stroma, donc que ce soit une analyse quantitative ou une analyse qualitative. Le stroma, comme on a dit, est hyperéchogène dans le syndrome des ovaires polykystiques ou bien donc, qui peut être aussi atrophique, donc c'est un signe d'insuffisance ovarienne primitive. Je passe. Vous voyez, donc c'est l'aspect des ovaires macropolykystiques aussi, donc il faut les dépister au début de la stimulation ovarienne. On a déjà dit que l'échographie aussi permet de rechercher des éléments qui peuvent gêner aussi la ponction ovocytaire. Il faut voir la position et l'accessibilité des ovaires. Idéalement, ils sont à distance d'utérus, latéraux, mobiles, accessibles par la voie endovaginale. Parfois, ils sont peu accessibles par utérin. Parfois, ils peuvent être haut situés, très postérieurs, peuvent être refoulés par des gros fibromes utérins. Rechercher aussi, comme on a dit, un kyste du musus alpinx entre l'utérus et les ovaires. Maintenant, voilà. Maintenant, on va monitorage échographique en stimulation. Quand et comment le faire? C'est-à-dire, on a vu déjà notre patiente les premiers jours du cycle. Donc, on a vérifié le capital folliculaire, on a tout vérifié et on va commencer notre stimulation ovarienne. La fréquence des échographies, cette fréquence, c'est-à-dire quand on va revoir la patiente, tout dépend de l'âge de la patiente, c'est-à-dire du profil hormonal de la patiente, du protocole de la stimulation qu'on va utiliser, comme on a dit aussi du type des ovaires, dystrophiques, incision ovarienne, ou bien c'est une patiente qui est normorépondeuse. Dans les cas standards, on fait 2 à 3 échographies. Généralement, donc, une échographie, surtout parce qu'on va envisager un FIV, donc 3 jours de stimulation, puis le 4e jour, on revoit la patiente pour vérifier le recrutement folliculaire. Et aussi, donc, au J6 de stimulation pour s'assurer de la maturation et de la croissance des follicules recrutés. Et puis le J9 de stimulation pour quand même s'assurer de la maturité, rechercher les follicules matures et prévoir donc le déclenchement. Dans les cas particuliers aussi, lorsqu'on a dit une patiente qui est normorépondeuse, il suffit de voir la patiente pendant les règles, donner le protocole de stimulation, revoir la patiente à J9. Si on a peur de l'absence de recrutement folliculaire, revoir la patiente 3e jour, le 4e jour après le début de la stimulation. Donc, pour les inductions de l'ovulation, donc on a dit mono ou possifolliculaire, c'est-à-dire si soit on va faire un cycle spontané, soit un cycle pour insémination. Donc, donner le protocole de stimulation, puis revoir la patiente entre le 8e et 10e jour pour décider du déclenchement. L'ovulation sera spontanée, comme on a dit, ou bien déclenchée par le HCG. Le follicule donc mûr lorsqu'il arrive au-delà de 18 mm, sans dépasser les 22 mm. L'aspect du follicule mature, c'est un aspect qui est très saillant du follicule, avec un dôme qui est bonbon sur la corticale et déformant l'un des pôles ovariens. Lorsqu'on fait un Doppler, on va constater qu'il y a l'angiogenèse folliculaire, donc il y a un courant vasculaire tout autour donc, du follicule. On va avoir des images par la suite, et sauf au niveau de l'apex. Le monitrage donc, se fait souvent un monitrage échographique des follicules, mais aussi il faut
faire le monitorage aussi et le suivi de l'évolution de l'épaisseur de l'endomètre. Donc les deux à la fois. Ce n'est pas uniquement les follicules, la maturité folliculaire, mais aussi l'aspect et l'évolution de l'épaisseur de l'endomètre. Vous voyez donc l'évolution des choses. À J7, lorsqu'on a un follicule à 9 mm, on a presque un endomètre à 7 mm. Au fur et à mesure qu'on augmente les doses, ou on ajoute des gonadotrophines, ou bien qu'on avance dans les cycles de stimulation, l'épaisseur de l'endomètre augmente au fur et à mesure que la taille folliculaire augmente, jusqu'à ce qu'on arrive à un follicule mature avec un endomètre typique en grain de café, homogène, avec un follicule mature. Donc ça, ce sont des critères de déclenchement. Vous voyez, même en se basant uniquement sur l'échographie, sur l'aspect du follicule, sur l'aspect de l'endomètre, on peut décider de faire le déclenchement sans recours à des dosages hormonaux. Comment on fait la mesure aussi donc, des folliculaires? Donc par la mesure soit du plus grand diamètre, soit par mesure du plus grand diamètre, soit par les deux diamètres orthogonaux, donc puis on fait la somme. Vous voyez ici donc un follicule mature pour une stimulation sous un anti-oestrogène, c'est-à-dire sur le citrate de clomifène. Et vous voyez ici donc l'endomètre typique homogène, donc correspond à un follicule mature. Vous voyez ici aussi la vascularisation tout autour. Donc un courant vasculaire tout autour du follicule, sauf au niveau de l'apex. D'accord? Maintenant, pour les indications d'ovulation multifolliculaire, si on va envisager une fécondation in vitro, comme on a dit, la première échographie, c'est l'échographie de référence, et c'est elle qui va nous donner une idée aussi sur même le dosage des gonadotrophines qu'on va prescrire pour cette patiente. Puis on fait une deuxième échographie, quatrième jour, cinquième jour après, ou bien sixième jour après la stimulation, le début de stimulation, pour s'assurer du recrutement folliculaire. Puis suivre la patiente tous les 2 jours, puis tous les jours à proximité de l'ovulation. Il faut compter tous les follicules, y compris les petits et les intermédiaires. Parfois, on va voir par la suite que le décompte parfois est un petit peu difficile parce que les follicules sont accolés les unes aux autres. Et on va voir donc par la suite aussi l'intérêt de l'échographie tridimensionnelle. Donc, il y a un risque de compter 2 fois le même follicule. Et donc, il faut de la patience, il faut mettre du temps pour mesurer tous les follicules dans tous les diamètres, et parce que parfois, un jour de stimulation de plus ou bien un jour de moins, ça compte beaucoup sur les résultats de la PMA. Donc, au cours de la stimulation ovarienne, le passage donc, folliculaire de 10 à 20 mm doit se faire au minimum, il y a au minimum 8 jours de stimulation. Donc, il ne faut jamais déclencher l'ovulation à J8 ou bien à J7 de stimulation. Il faut toujours au moins 8 jours. On peut penser à un déclenchement de l'ovulation qu'à partir de J9 de stimulation. Si on déclenche précocement, donc on ne va pas avoir de grossesse. Donc l'idéal aussi que ce passage, donc cette maturité folliculaire se fait de façon harmonieuse, de façon progressive. Aussi on peut s'aider au dosage de l'ostradiolumie pour décider du déclenchement. Donc il faut avoir un dosage de 200 à 250 picogrammes par follicule mature. Ça c'est l'aspect des ovaires donc après une stimulation ovarienne. C'est un ovaire qui est prêt pour le déclenchement. Et vous voyez donc des follicules qui sont matures, donc la taille dépasse les 16-17 mm. Et les unes sont accolées aux autres. Donc parfois la mesure de ces follicules est difficile. Comme on a dit, c'est l'intérêt donc maintenant de l'échographie tridimensionnelle. Cette échographie tridimensionnelle, donc les ovaires vont être étudiés donc en 3 dimensions. Et par un logiciel qui est le Sono AVC, il permet d'individualiser chaque follicule à part et de calculer ce nombre de ces follicules et surtout le volume folliculaire. Donc, au cours du monitorage échographique aussi, il y a le monitorage donc, par le biologique, par le taux d'ostradiol.
Le couple écho-ostradiolémie détermine la conduite thérapeutique. Si la croissance est harmonieuse ainsi que le taux d'ostradiol augmente de façon progressive, donc on ne peut pas changer les doses de gonadotrophine, mais parfois on peut avoir une croissance folliculaire qui est faible, avec une stagnation de taux d'ostradiol. Soit on augmente les doses de gonadotrophine, soit on peut parfois abandonner ces cycles de stimulation. Parfois on a une ostradiolémie qui est excessive, la maturité folliculaire aussi, l'augmentation du nombre et de la croissance folliculaire. Auparavant, on est pour ce qu'on appelle le costing, on va ralentir la stimulation. Actuellement, donc, depuis l'ère du déclenchement par le décaptile, donc maintenant on continue notre stimulation. On déclenche par l'analogue et puis on fait l'all freeze, on va tout congeler. Déjà, Dr Chaaben a parlé de la congélation embryonnaire. On interrompt donc notre stimulation, comme on a dit, lorsqu'il y a une insuffisance de recrutement folliculaire ou bien lorsqu'on a une maturation folliculaire trop rapide. Il y a des risques d'hyperstimulation et surtout, ça donne aussi une qualité ovocitaire donc, médiocre. Et si on a une qualité ovocitaire médiocre, on va avoir des embryons de mauvaise qualité et donc des chances de grossesse qui sont très, très réduites. Le déclenchement de l'ovulation donc, se fait par l'HCG. Donc, lorsqu'on a une stimulation monofolliculaire ou paucifolliculaire, on doit avoir au moins 2-3 follicules matures. Et lorsqu'il s'agit d'une stimulation en vue de fécondation vitro, on doit avoir plusieurs follicules dont la taille dépasse les 16 mm et avec un taux d'ostradiol qui est corrélé avec le nombre de follicules. On peut avoir donc un taux d'ostradiol de 200 à 250 picogrammes par follicule mature. Et comme on a dit, il ne faut jamais dépasser des taux d'ostradiol qui sont très élevés. Et si on a des taux d'ostradiol très élevés, auparavant on faisait, comme j'ai dit, le costing, mais actuellement on fait donc le déclenchement par les analogues et on fait l'all freeze. Comme on a dit, donc, il y a situation lors du monitorage échographique. Dès le début, j'ai dit que ça permet d'éviter les complications. Les complications, essentiellement les syndromes d'hyperstimulation. Devant, donc, souvent chez tous, c'est les patientes SOPK. Et au cours de la stimulation, ils vont avoir des ovaires donc, de grande taille, dont la taille dépasse même les 20 cm. Des multiples kystes à séparés par des cloisons et de stromas denses et hypervascularisés. Le contenu des follicules parfois est hématique. Des ovaires qui sont augmentés de taille, donc il y a un risque de tension. On peut avoir aussi de l'acide, on peut avoir un épanchement donc de l'acide. Et parfois, même dans les cas graves, on peut arriver même à des phlébites, des veines hypogastriques qui vont être détectées par le Doppler colaire. Vous voyez, donc ça, c'est l'aspect d'un ovaire polykystique. Le déclenchement, donc, idéalement ici, doit se faire, comme on a dit, par les analogues. Voilà, c'est l'aspect d'un ovaire après la ponction ovocitaire. Vous voyez de l'acide, il y a des gros kystes, et dans le continu, parfois, il est hémorragique. C'est l'aspect de l'ovaire polykystique à l'écho-Doppler. Ça, donc, c'est l'aspect du Doppler aussi. Vous voyez, donc, un ovaire qui est très, très, très vascularisé. Je termine par l'apport du Doppler utérin en FIV au cours le jour du transfert embryonnaire. Une étude Doppler peut se faire le jour supposé du transfert embryonnaire. Et on va mesurer le Doppler des artères utérines. Un index de pulsabilité supérieur à 3 est généralement péjoratif. Et aussi, lorsqu'on a une absence de NUTCH, produit-diastolique au niveau de l'artère utérine, c'est un élément de bon pronostic. Je vous remercie. Excellente présentation, Dr Benayed. Sans plus attendre, nous allons prendre quelques questions dans la salle. Sinon, j'ai une question directe, si c'est possible. Selon votre expérience, pour obtenir une cohorte homogène dès le départ, permettant justement qu'il n'y ait pas de discordance entre l'échographie et l'estradiol, quelle est la meilleure stratégie? Je vois qu'il y a deux stratégies. Je pense que c'est pas quand il y a des gens qui prescrivent de l'ostrogène des J21 du cycle précédent, ou bien aussi donner de l'antagoniste J1
J2 de cycle avant de commencer la stimulation. Donc donner de l'antagoniste J1, J2 et J3. On arrête l'antagoniste, on commence la stimulation ovarienne par les gonadotrophines. Et généralement, ça a permis de homogénéiser la cohorte.